Hello everyone, and welcome to this webinar from OneClick LCA about low carbon building design. We will wait 30 more seconds to join the late joiners, to let the late joiners join this webinar. So today we will focus on a BPI real estate project case study applying the low carbon building initiative label, and I will be happy to present our guest in a few moments. So just waiting now 20 more seconds before everyone's joining. Thank you. So, okay, we should be able now to start. So welcome again, everyone. My name is Florent Fontaine. I'm from OneClick LCA, taking care of the Benelux region and EPD and building LCA experts. I'm very happy to welcome you today to the low carbon building design webinar on BPI real estate case study, applying the low carbon building initiative. Today, I'm very happy to welcome our guests. In order of appearance, Cécile, Frédéric, and Sarah joining us from Luxembourg and France. How are you doing, guys? All good? Good, all good, thank you. Nice. So let me introduce you, our speakers for today's webinar. First of all, I would like to introduce Cécile. Cécile Dapp is the director of the Low Carbon Building Initiative. The LCBI was launched in 2022 and unites major European real estate stakeholders to promote low carbon buildings in Europe and create the first ever pan-European low carbon label, measuring the carbon footprint of real estate based on life cycle analysis. Also, I'm happy to welcome Frédéric Vintant. Frédéric is the design director of BPI Real Estate Luxembourg for the last 6 years. He is specialized in construction economics and he is driven by a passion for sustainability and innovation. He is dedicated to designing forward-thinking and visionary projects, and he is part of BPI Real Estate, which is a leading real estate developer operating in residential, office, and commercial and service sector, both in Belgium and Luxembourg. And finally, Sarah Phillips. Welcome, Sarah. Is project engineer at Énergie et Environnement. Énergie Environnement is a consulting firm specializing in energy, waste management, acoustics, fire safety, and also environmental certifications like BREEAM, DGNB, LCBI, HQE. And Sarah has been managing the LCA calculations of the Roots project that we will speak about today. So welcome again, everyone. So a few words about OneClick LCA. So OneClick LCA, you should probably have heard about it, but we are a software company. We're focusing on building infrastructure and manufacturing LCA. We serve a different type of customer across the industry. And the reason why we're here today is that life cycle assessment is getting traction all around Europe and the world. To assess building environmental footprints. The main different drivers about and the reasons why to perform building LCA nowadays are basically regulations, certifications, and also buyer demands. So we see in Europe in the coming years coming the EPBD, which will require to perform building LCA for buildings larger than 1,000 square meters by 2028. This will be accompanied by regulations around also product EPDs, but we also see a major increase in terms of certification and green certification schemes across the building industry. And LCBI, the Low Carbon Building Initiative, is one big initiative in Europe about it, and we'll speak about that today. So
how we basically at one click, let's say, focus on measurement and improvement of sustainability on your project is that we deliver tools and softwares to assess environmental impact, carbon footprint at the different design stages of your buildings. And I will not go into much more details at the moment, but you can contact us if you want more information. And without further ado, I would like to introduce our first guest today, Cécile, and I will let you now share your screen, Cécile, to start your presentation. Hi everyone, hi Florent, thank you for the intro. Let me quickly share my screen. And oops. Hi everyone, so very happy to be here and starting this webinar by sharing a little bit of context on LCBI, the Low Carbon Building Initiative. So LCBI has been launched by BBCA, a French non-profit, Association pour le bâtiment bas carbone, recognized of public interest in France, and having been working for 10 years on educating the market on using as much as possible LCA in France with multiple certification schemes for new buildings, but also for retrofit for neighborhoods in France. We have now more than 700 projects certified in France, representing an average 50% saved carbon footprint. And our work has also inspired the current French regulation, RE 2020, limiting carbon footprint for buildings. So starting from this French non-profit, we have been also gathering many players and many members from the real estate world. So we have about 200 members in France and also from European stakeholders that have raised the issue, that have noticed that LCA, as Florent was explaining, is really useful and is really needed in Europe, but that there are still, for European players, many barriers to use life cycle analysis to reduce their carbon footprint. So at European level, what we can see and what those type of players have noticed is that there's still a lack of harmonization in the way we use life cycle analysis. So there are European norms defining LCA, as you probably know, EN 15804 and so on, but multiple ways of using them, making data comparison between European countries impossible. There is also lack of transparency within current real estate certification schemes, especially the multi-criteria certification schemes that gather many useful criteria, but that don't communicate transparently on the carbon footprint of buildings. And then there is also lack globally in Europe, maybe except from some countries, lack of regulations on one side on life cycle analysis and lack of awareness in the markets that are both linked, making usage, yes, of LCA and limit values not that frequent yet. So some players gathered and decided that this industry, the real estate industry, needed a common methodology to compare whole life cycle carbon values and also integrating performance thresholds to define these decarbonization pathways and drive low carbon practices in Europe. So globally, this is how LCBI started, supported and launched by Association BBCA on one side, and also by those 10 players that you can see here. So European real estate players that have this European multi-countries footprint and having the need to measure their carbon footprint on various geographies. We have also set up, so it was 2 years ago, a technical committee that with different LCA experts that managed all the work on defining the methodologies, the thresholds, and what exists now. After, I'm not going to go back on those 2 years of work, but we have multiple methodology analysis and also tested many LCA methodologies on several pilot projects throughout Europe. And we came up last year in 2024 with a
now a publicly available certification scheme, LCBI. So on one side, since we are an NGO recognized of public interest, we have a publicly available reporting methodology that can be used by anyone, and it's open to be used in any countries. And on the other side, the certification scheme itself, LCBI, is based on performance thresholds. This certification scheme has been made available for now for new construction, offices, residential, and hotels in 8 European countries: Belgium, France, Italy, Germany, UK, Spain, Luxembourg, and the Netherlands. Sorry. So those are the 8 countries where you can apply and get the LCBI certification scheme. Yes, so maybe in a few slides now, I'm gonna go in a bit details on, technically how the LCBI methodology works before letting the BPI team explain how they used the LCBI. So globally, LCBI remains a carbon accounting methodology that we decided to base on 3 major criteria, and also linked with major European frameworks and standards that are being used. So the 3 criteria are the following. We measure carbon footprint on embodied carbon, on operational carbon, and biogenic carbon. And what's maybe specific on our methodology is that we value 2 things. On one side, we value the carbon performance. So as you can see with the little T1 and T2s, that for each, for embodied carbon, operational, and biogenic carbon, we defined 2 levels of performance. One is the minimum requirement that we believe necessary to reach the certification scheme, T1. And then T2 is the exemplary requirement in terms of low carbon performance. So this is true for each of those 3 criteria. And then for embodied and operational carbon, we also defined the level of completeness, of data completeness. It's the stars that you can see, in order for 2 reasons. First is because we want to drive and to encourage players to account for carbon footprint, and we want to give them the ability to also account for only a small part of the carbon footprint. So, for example, only the first star. And then we also want to show who went into detail into the carbon accounting, and that's what you can reach with 3 or 4 stars that are going into details into carbon accounting for embodied carbon, and into a detailed monitored consumptions, for example, for operational carbon. So in the end, the certification schemes really values low carbon performing buildings, but also those projects that have decided to account precisely on their carbon footprint. Yes, so going further, and globally, as I was explaining, we, as much as possible during our work, we tried to align with existing standards and framework to make LCBI a support for real estate stakeholders to prepare before regulatory changes, and also to drive investment to low carbon buildings. So on one side, we align with the taxonomy and the future EPBD requirements. For those who know them, because we are based mostly on the levels reporting model, a reporting scheme from the European Commission. And then what we built has also been built in order to be able to use as a reporting data within the company for ESG reporting. So everything, all the carbon footprint that you will be accounting through LCBI can be used internally as data reporting data, and some companies are already using LCBI as a reporting scheme internally. And in the end, the goal of LCBI, of course, is also, as you will be able to see, to highlight low carbon projects and to drive comparison between carbon footprint between projects, and thus drive investments to those projects that have the lowest carbon footprint.
So very briefly, maybe some details on each of the criteria. So on embodied carbon, maybe what's very specific about LCBI is that we defined 4 macro lots that you can see on the right, based on typical data availability along the project, and mostly based on the levels and risks reporting schemes. And this has been embedded into LCBI in order to allow for a very practical switch and bridge between national frameworks to LCBI. So this 4 stars allotment will be used during the LCBI reporting on the embodied carbon. Then we have also based on the 50 years reference period, but you'll be able to see that later on. And then we have defined also limit values for each of the different allotment macro lots that have been defined earlier. So for example, if you want to measure your carbon footprint only on the second star, frame and shell plus site and external, you know that you have a specific carbon limit, T1 or T2, that you have to reach in order to be able to get the certification scheme. And in order to make data comparable, we have added some lump sums. So those are the average number that you see on the right, to have a total number to be able to compare carbon footprints. Then same kind of working on the operational carbon. We define several levels of preciseness and to measure the final energy consumptions reported in kilowatt-hour. And then we use the emission factors proposed by the CRREM to multiply those energy consumptions and get to a carbon footprint. So we have also, yes, different level of preciseness as explained earlier. And very briefly, but carbon thresholds that have been defined specifically for group of countries, because in Europe, all countries don't have the same energy grid, and so have different emission factors. So this is why we have different thresholds in Europe. And last thing about those thresholds, they have been defined to be aligned with the CRREM pathways. So if you reach the LCBI thresholds on operational carbon, your assets should be aligned with the CRREM pathways. And lastly, we also decided to value carbon storage in our buildings. Because, well, some buildings can also store some carbon according to the use of materials. So we have defined 2 levels of performance that you can reach in terms of carbon storage within your assets. And in the end, this combination of completeness and thresholds will give you access to different levels of the LCBI, so standard, performance, or excellent certification scheme. And this is what we will be able to see now with the Roots project that has been our first certified building in Luxembourg, and also the first to reach the best level, excellent. Thanks a lot, Cécile. Very, very insightful presentation, and I think all experts would agree that LCBI makes an outstanding work by associating the completeness and low carbon building performance, and also very clear and transparent how you make LCBI basically adapted to every country. So I think that was very insightful. Maybe now before to switch to Sarah and Frédéric, just a short entertainment. I will share again my screen. Now you should be able to see it. Basically, like some small comment. If you want to interact with us, please use the chat at the bottom of the screen on the right. You should be able to use the chat and ask your questions in the chat, please. Don't hesitate, and we will be able to answer it by typing the answers.
We will also have a short live Q&A at the end, but yeah, please use the chat. And now, without further ado, Anna, our moderator, will also launch a short poll if you want to schedule a free consultation with one click to have a short discussion about our tools and your needs around building LCA. You should be able to see that in the polls section now, so don't hesitate to fill in the poll. Thank you very much, Anna, sorry, for launching this. Now I would like to present our two next presenters, so Sarah and Frederic. Just a short information on this. You will see that the rest of the presentation, or the part for Sarah and Frederic, will be in French. It will be easier for the flow of the presentation, and we will provide live subtitles associated to this. So don't hesitate to check the bottom of the screen. You should see the subtitles, French subtitles. So now we will continue in French. Sarah et Frédéric, bienvenue à nouveau. Je vous laisse maintenant la parole. Donc je vais arrêter le partage de mon écran et vous laisser partager vos écrans. Parfait, merci. Bonjour à tous, donc Frédéric Vintan, je travaille chez BPI Luxembourg. Je vais vous parler du projet Roots à Belleval à Luxembourg, de notre démarche de réduction des émissions de carbone de ce projet. Si je pourrais caractériser le projet en une phrase, je dirais que Roots est un projet qui démontre qu'il est possible de concilier qualité de vie, architecture, tout en ayant une démarche de réduction des émissions de carbone. Voilà. Pour la suite, je vais vous présenter quelques slides pour présenter qui nous sommes, quelques exemples très pratiques, puis ensuite Sarah vous présentera en détail les résultats obtenus dans le cadre du LCBI. Alors, Roots, c'est avant tout en fait l'engagement de deux promoteurs portés par une ambition commune, c'est faire bouger les lignes, également et proposer des solutions tournées vers l'avenir. Et très rapidement, on a fait le choix du label LCBI pour valoriser notre démarche et également pour donner un repère aux investisseurs et personnes intéressées par le projet. Donc après, voilà. Donc pour vous parler un petit peu du groupe, BPI Luxembourg appartient au groupe CFE, fait partie du groupe CFE. Le groupe se caractérise par plusieurs domaines d'activité. Donc on a l'industrie, la partie industrie, la partie également mobilité, énergie verte, et en ce qui me concerne, les bâtiments durables. Voilà une petite cartographie du groupe pour vous expliquer que donc il y a plusieurs branches: l'investissement, la construction, la rénovation, le multitechnique et le real estate. C'est voilà, avec des entités propres à chaque pays. Ce qui était intéressant dans la réussite de The Roots, vous allez le découvrir par la suite, c'est que du coup, on avait une approche complémentaire 360 intégrée. C'est-à-dire qu'on a pu faire intervenir aux différentes phases de conception les personnes et les bonnes compétences autour de la table pour prendre les choix qui étaient alignés avec nos objectifs. Roots, c'est également aussi un lieu, Belleval, à Luxembourg, c'est symbole d'un passé industriel florissant et à qui il a fallu donner un deuxième souffle. Parlons maintenant du programme. Donc c'est un ensemble de un peu moins de 20 000 m², avec plusieurs bâtiments. Donc nous avons un bâtiment de bureaux, deux bâtiments résidentiels posés sur un socle qui reçoit donc des fonctions plutôt commerciales et un food market. Le tout sur deux niveaux de sous-sol où l'on retrouve locaux techniques et stationnement. On va en parler par la suite, mais effectivement, on avait une obligation d'intégrer les stationnements sous les bâtiments au niveau de l'urbanisme, ce qui n'a pas été sans conséquence sur les optimisations et sur la diminution de certains facteurs.
Alors, je me suis dit, je vais avant de rentrer dans le détail, si on doit vraiment identifier les principaux leviers d'action qui ont été mis en œuvre pour arriver à ce résultat. Et je dois dire déjà que dès le départ, c'est un engagement que les promoteurs ont pris sur un cadre solide avec des objectifs clairs qui nous a permis de fédérer toutes les parties prenantes. Fixer des objectifs dès le départ et une direction. Puis, il y a ce que nous, on appelle la comptabilité carbone, parce que c'est une comptabilité. C'est un deuxième levier, c'est l'intégration de cette comptabilité comme un critère de décision à chaque étape du projet. Il a fallu concrètement prendre cet objectif, le retraduire par des quotas pour les différents lots et les différents ouvrages, engager les différents intervenants et les auteurs de projets avec ces objectifs. Un point qui a été très intéressant dans cette approche, c'est qu'on a vraiment, quand on parle de comptabilité, mais on a mis également en place la possibilité de dépassement sur certains quotas pour laisser les auteurs de projets, les ingénieurs, les concepteurs et entreprises l'opportunité de proposer des variantes. Pourquoi? Afin de concilier les différentes contraintes du projet, qu'ils soient économiques, entre autres, qualité et tout ce qui est propre à chaque discipline. Ça a créé une dynamique. La contrainte est devenue vraiment, chacun s'est approprié plutôt cette contrainte et c'est devenu du coup un vrai challenge et on a eu beaucoup d'adhésion. Enfin, et je termine, pardon, ça va revenir sur la slide 7, enfin, et je terminerai sur peut-être le plus important, c'est effectivement la collaboration. La collaboration qui a été aussi possible avec l'outil OneClick, c'est-à-dire qu'à chaque étape, le responsable donc de l'encodage partageait les données en toute transparence avec toutes les parties prenantes et chacun a pu s'approprier cet encodage et pouvoir interagir dessus. Donc là, ici aussi, un levier très important, ça a été l'efficacité était une priorité. C'est-à-dire qu'on a, dans toutes les phases et dans tout le développement des études, privilégié la performance du système global plutôt qu'une performance produit. Et là, vous avez un exemple concret d'une solution classique optimisée vis-à-vis d'une solution plutôt, intégrant une construction mixte. Voilà, une petite cartographie aujourd'hui, tout ce travail, petite synthèse des modes constructifs du projet. On retrouve des infrastructures avec des fondations sur pieux en béton, principalement liées au passé du site. C'est un ancien site industriel et donc les qualités de sol n'étaient pas très bonnes. Donc on a dû aller chercher le bon sol. Infrastructure béton. Pour tout ce qui est structure, l'emploi, on va dire, de CLT, de panneaux CLT, ou des solutions mixtes quand il a fallu répondre à certaines contraintes. Je pense particulièrement au cache d'escalier et aux contraintes qu'on a au niveau de la réglementation incendie locale. Également, on avait une ambition sur le site, c'était de prévoir un ratio vitré de façade assez important qui était imposé dans les règles urbanistiques et l'usage de matériaux des panneaux minéraux pour les façades. Voilà. Petit retour d'expérience concret, cas d'application sur le principe de fondation. Donc, dès les phases d'avant-projet, l'ingénieur structure nous avait proposé un principe constructif, mais cette démarche d'évaluation et d'intégration du paramètre carbone tout au long de la conception nous a permis de mettre en évidence que la solution, on va dire, traditionnelle ou classique avait un impact très fort dans notre bilan, au-delà de nos objectifs, ce qui nous a permis de mettre les principaux acteurs autour de la table, ingénieurs, entreprises, et d'actionner certains leviers pour réduire cette incidence-là. Et en quelques exemples, donc du coup, on a agi
sur le nombre de pieux, sur leur diamètre quand il était possible, sur la profondeur également, et également aussi sur un levier matériaux, en utilisant des formules de béton un peu moins carbonées, y compris pour l'acier. Globalement, c'est une réduction par rapport à la solution de base de 300%, et plus ou moins 3% sur le module A du bâtiment. Donc voilà un exemple concret. Également aussi un petit retour sur les menuiseries. Nous sommes partis avec l'objectif d'utiliser de l'aluminium recyclé, bien évidemment, et on pensait avoir fait le travail. On s'est très rapidement rendu compte que nos contraintes de ratio vitré sur les façades avaient une importance importante, puisque le vitrage représente une grosse partie du poids du châssis, et il implique également des systèmes d'occultation qui ne sont pas aussi, qui sont plutôt carbonés. Donc du coup, aujourd'hui, bon, pour le projet route, on a agi en essayant de tenir la limite réglementaire en termes de ratio vitré, mais maintenant c'est devenu vraiment pour nous un curseur dès les phases d'avant-projet d'identifier les ratios vitrés sur les façades pour avoir un équilibre entre confort et empreinte carbone. Voilà, retour d'expérience également sur la façade de la partie bureau. Alors, on a fait l'exercice, on a expérimenté 12 compositions de façade en prenant des caractéristiques, enfin les contraintes d'une façade bureau en termes de gabarit, et en intégrant plusieurs matériaux, également des ratios vitrés différents, et pour voir un petit peu l'implication des différentes composantes dans le résultat. Donc, effectivement, on se rend compte que quand on augmente le ratio vitré, au-delà de 60%, on a une consommation d'énergie. C'est au-delà du fait d'alourdir le carbone incorporé. On a également une consommation d'énergie, donc on vient également toucher le carbone opérationnel sur le projet. Et donc cette limite correspondait pour nous vraiment voilà, un maximum. Également, ce que vous pouvez constater sur ce graphique-là, c'est qu'en intégrant des parties biogéniques, on fait également baisser l'incidence des façades. Je mets ça entre guillemets, parce que vous savez qu'il y a des problématiques sur également la sécurité incendie, et qu'il faut bien évidemment intégrer ce paramètre incendie dans les développements. C'est le cas en cours chez nous, et on a des solutions qui sont en réflexion. Voilà. Petit retour d'expérience qui est propre au marché luxembourgeois. On a tendance à dédoubler un petit peu les systèmes en termes de production. C'est-à-dire que le standard est plutôt des îlots froids, c'est-à-dire qu'on vient dans les bureaux climatiser ou refroidir par un système de plafond climatique, et chauffer plutôt par des éléments de sol. Voilà. Et on voulait mettre en évidence, ici, nous, on a comparé la solution, vraiment, il est possible aujourd'hui d'avoir un seul et même émetteur qui fasse les deux fonctions, donc avec des îlots réversibles. C'est une solution qu'on a adoptée, elle offre aussi confort, et elle permet surtout une économie sur ce poste assez substantielle. Voilà, je vais laisser la main à Sarah maintenant, qui va vous présenter les résultats. Merci. Merci Frédéric pour cette explication. Donc, je vais vous présenter les résultats concrètement, tout ce que Frédéric a présenté, comment ça se traduit au niveau des résultats sur le calcul LCBI. Donc, on va d'abord parler de carbone incorporé. Le carbone incorporé, ça va être le carbone lié aux matériaux, donc sur le cycle de vie du bâtiment, au moment de sa construction et sur toute son utilisation, donc sur les 50 années du cycle de vie du bâtiment. Ici, vous avez une vue globale, vraiment de l'empreinte carbone du bâtiment, donc par macro-lot, que Cécile a présenté tout à l'heure, qui sont triés ici, donc en partant de la droite frame and shell par nombre d'étoiles. Donc, on voit que la première partie, frame and shell, donc les superstructures et les façades représentent 35% de l'empreinte carbone du bâtiment, donc la majeure partie. La partie site and external, donc ici, on est sur les infrastructures, fondations et aménagements extérieurs sur 15% de l'empreinte carbone du bâtiment. La partie parachèvement intérieur qui représente 18% de l'empreinte carbone du bâtiment. Et enfin, la partie équipement technique qui représente 32% de l'empreinte carbone du bâtiment. Donc ici, on est sur un calcul y compris technique détaillé. Et donc ici, on voit le résultat
sur la partie carbone incorporé. Donc, on est sur 4 étoiles puisqu'on a l'encodage détaillé des techniques et on a une empreinte carbone de 755 kg de CO2 par mètre carré pour le bâtiment. Donc, on atteint la cible T1 et on voit qu'on est assez proche du seuil de la cible T2 qui se situe à 700 kg de CO2 par mètre carré. Donc là, on a vraiment une vue assez globale par macrolo pour se rendre compte de la part de chaque macrolo sur le carbone incorporé du bâtiment. Et on va rentrer un peu plus dans le détail au niveau du carbone incorporé en regardant par catégorie. Donc ici, on reprend toutes les catégories par macrolo en regardant un peu plus finement sur chaque catégorie, qu'est-ce qui a vraiment le poids majeur de l'empreinte carbone du bâtiment. Donc ici, déjà partie superstructure, toute la structure a une part importante dans le bilan. Les façades également, donc les façades, ça va être tout ce qui est toutes les menuiseries dont Frédéric a parlé, et forcément les occultations, donc les stores qui y sont associés, tout le bardage. On a ensuite dans la partie sous-structure toutes les fondations, toute la sous-structure, donc avec l'imposition liée au sous-sol. La partie parachèvement intérieur, donc ici, ça va être tout ce qui va être cloison, faux plancher, les revêtements de sol, donc les moquettes dans les bureaux. Et puis, toute la partie technique, donc ici, qui a plusieurs catégories. Et on voit qu'il y a une catégorie qui se dégage plus que les autres au niveau de la part dans le bilan, c'est les installations électriques. Donc ici, on voit vraiment de manière un peu plus détaillée l'empreinte carbone du bâtiment suivant les différentes catégories. Mais avant d'arriver à ça, pour le bâtiment, on était plus haut. Donc, en fait, on a vraiment fait des optimisations. Et comme le disait Frédéric, ces optimisations, elles ont été faites en collaboration avec toutes les parties prenantes. Donc, après, je vais rentrer un peu plus dans le détail de concrètement, reprendre aussi des éléments que Frédéric a expliqué, voir concrètement comment ça se traduit au niveau des résultats. Donc, là, on voit les différentes optimisations sur les différents postes. Donc, partie structure, façade, sous-structure, les parachèvements intérieurs et également la technique avec le froid, mais on va y revenir. Donc, si je reprends tous ces éléments qui ont été optimisés et si on regarde point par point concrètement, qu'est-ce qui a été appliqué, on voit déjà que pour la partie superstructure et façade, donc déjà la superstructure de base, donc ça, c'est pas une optimisation, mais c'est un avantage du projet dès le départ. La superstructure est majoritairement constituée de bois. Et pour tous les éléments qui sont en béton armé, on est parti donc sur du béton à faible empreinte carbone et des armatures également à plus faible empreinte carbone. Et un principe général, pas que sur la structure, mais sur tout le projet, c'est vraiment l'usage raisonné des matériaux. Donc, forcément, la diminution de l'empreinte carbone d'un bâtiment, on commence déjà par la diminution des quantités de matière. Donc, il y a vraiment eu une réflexion qui a été faite tout au long du projet avec Frédéric et toutes les parties prenantes sur un usage raisonné des matériaux. On va le voir plus tard et Frédéric l'a déjà introduit avec les pieux. Par rapport aux façades, de la même manière, il y a aussi une réflexion qui a été faite, dont Frédéric a parlé, sur le ratio vitré. Donc là, ici, on avait une imposition, donc on est allé vraiment à la limite de cette imposition, mais justement en se rendant compte vraiment du poids des menuiseries et de l'impact sur tous les aspects d'avoir des façades vitrées. Donc, il y a eu des enseignements qui ont été tirés en fait pour chaque catégorie. Et puis pour les profilés aluminium, on est parti sur des profilés aluminium en aluminium recyclé. Donc là aussi, le fait d'avoir vraiment toutes les parties prenantes autour de la table, d'avoir l'entreprise, ça a permis vraiment d'avoir des retours directs sur la disponibilité des matériaux, sur les données disponibles avec les déclarations environnementales. Pareil pour les protections solaires extérieures. Donc, il y a des protections solaires extérieures pour les menuiseries du projet et celles qui ont été sélectionnées disposeront d'une EPD. Donc, ça aussi, le fait d'avoir cette collaboration, on a pu se renseigner sur la faisabilité, la disponibilité. Et sur les ancrages, il y a aussi eu un travail de réflexion sur la diminution en fait, des ancrages de bardage, donc vraiment d'avoir l'empreinte carbone la plus faible possible pour ce poste-là. Si je passe à la partie sous-structure, donc pareil pour le béton, c'est du béton bas carbone et des armatures bas carbone. Et il y a eu ce dont Frédéric a parlé, cette réduction de béton, de quantité de béton pour les pieux. Donc ça, c'est vraiment le fait d'avoir intégré le carbone en tant que vraiment critère qui a permis de se pencher sur cette diminution et
et vraiment d'avoir une optimisation à ce niveau-là. Les blindages aussi, on s'est rendu compte que les blindages avaient quand même un point important. Donc là aussi, il y a eu une recherche d'optimisation qui a été faite, des comparaisons. Donc ça aussi, c'est vraiment le partage avec Frédéric et son implication, le fait qu'il ait accès à l'outil OneClick qui a permis vraiment de se rendre compte de son côté aussi et d'avoir des échanges constants, de se rendre compte des postes qui pèsent vraiment sur le bilan et de pouvoir agir. Ensuite, pour la partie parachèvement, donc il y a une optimisation sur les chapes avec du ciment moins carboné. Les faux planchers qui ont été sélectionnés sont des faux planchers bois agglomérés, donc plutôt qu'un standard qui serait plus en silicate. Il y a eu un choix aussi qui a été fait à ce niveau-là. Pour les revêtements de sol, dans les bureaux, on a des moquettes qui ont une teneur en pneus recyclés. Et enfin, les techniques. Premier point, l'encodage détaillé des techniques. C'est quelque chose qui nous a permis d'arriver jusqu'à 4 étoiles donc sur la cible carbone incorporée. Et il y a eu cette comparaison que Frédéric a expliquée sur les émetteurs. Et pour les plafonds, les îlots qui sont sélectionnés, c'est des îlots actifs allégés. Donc, en conclusion de tout ça, on a vraiment, sur chaque poste, finalement, eu des réflexions sur les optimisations, sur ce qu'il était possible de faire. Et c'est vraiment cette collaboration avec tous les acteurs autour de la table qui a permis d'arriver à ce résultat-là. Et l'implication vraiment de BPI, de Frédéric, dans cette démarche-là, a été vraiment moteur pour trouver toutes ces pistes d'optimisation. Donc maintenant, je vais passer au carbone biogénique, donc le stockage de carbone biogénique au sein des matériaux biosourcés, ici principalement au sein du bois, sur le cycle de vie du bâtiment. Donc là, en fait, on voit la répartition du stockage de carbone biogénique et on voit vraiment que la majorité du stockage de carbone biogénique se fait au sein des dalles, puisque c'est la majeure partie du volume de bois sur le projet. Et donc, on atteint une cible T2 sur le carbone biogénique, qu'on atteint, on le voit assez largement, puisque le seuil est à 70, on est à 159 kg de CO2 par mètre carré. Et donc, ce calcul-là, en fait, cette méthodologie, ça nous a fait nous questionner finalement sur l'usage du bois et sur la limite, en fait, de cette ressource, puisque le bois est une ressource limitée. Et donc, on a vraiment eu toute une réflexion sur l'usage du bois. Est-ce que c'est nécessaire d'en mettre autant? Est-ce qu'on ne pourrait pas substituer le bois par d'autres matériaux? Donc, voilà, il y a eu vraiment toute cette réflexion et des enseignements qui sont tirés puisque finalement, le bois est une ressource limitée et limiter son usage est essentiel. Avant de passer à la partie carbone incorporée, je voudrais juste faire une comparaison donc, avec un bâtiment standard au Luxembourg. On l'a vu tout à l'heure, au Luxembourg, actuellement, il n'existe pas de réglementation, donc le calcul se fait sur une base volontaire. Et au bureau énergie et environnement, on a l'habitude de comparer les bâtiments qu'on certifie avec un standard au Luxembourg. Donc le standard au Luxembourg aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui puisque c'est un standard qui forcément va être amené à évoluer. Aujourd'hui, le bâtiment Roots, s'il était construit de manière standard au Luxembourg, ce serait un bâtiment tout en béton avec des matériaux standards. Et donc, on voit ici que par rapport à ce standard, le projet Roots, on a une diminution de 31% de l'empreinte carbone sur le module A. Et enfin, je vais passer à la partie carbone incorporé. Donc là aussi, pour le carbone incorporé, on est allé sur 2 étoiles, donc avec une simulation énergétique qui a été faite pour le projet. Et donc ici, on atteint une cible T2, donc on est à 7 kg de CO2 par mètre carré par an. Ça s'explique par des systèmes énergétiquement performants, une connexion au réseau de chaleur et une production photovoltaïque de 50 kW crête, donc avec 83% d'autoconsommation pour le bâtiment de bureau. Une petite conclusion avant de laisser la parole à Frédéric. Donc, conclusion de tous ces éléments dont on a discuté, c'est que le projet Roots, c'est vraiment un exemple concret de projet qui a été ambitieux dès le départ et réussi à l'issue. Donc ça, c'est vraiment grâce au fait d'avoir des choix qui ont été faits dès le départ, d'intégrer cette comptabilité carbone vraiment dès le départ au niveau de la conception et d'avoir aussi laissé cette liberté à l'entreprise de pouvoir faire des choix tant que la cible était respectée. Et ça, ça a été aussi facilité par le fait d'avoir l'entreprise directement autour de la table, de pouvoir avoir des échanges directs, d'avoir des propositions. Donc vraiment, cette démarche, ce processus, ça a impliqué toutes les parties prenantes. Et comme le disait Frédéric, c'est devenu un challenge qui a motivé vraiment toutes les personnes qui ont participé au projet. Donc, il y a vraiment une optimisation continue tout au long du projet.
Et le projet, il y a eu des optimisations qui ont été cherchées sur chaque poste. Donc, c'est pas seulement le fait que ce soit un projet qui est en bois qui fait qu'il est performant. Il y a vraiment une réflexion sur chaque poste. Et ce qui est important aussi, c'est que ça nous a permis de tirer des enseignements. Donc, même si là, il y a eu certaines impositions, par exemple les ratios vitrés qui ont fait qu'on ne pouvait pas forcément aller plus loin, mais c'est des enseignements qui sont tirés pour la suite et pour des futurs projets. Et donc, tout ça, ça a amené une certification LCBI Excellence. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Frédéric pour la conclusion. Donc, pour conclure, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Quelles sont les bonnes pratiques à considérer au début des développements? Je dirais, si je devais en résumer ça en quelques points. Vérifiez vos gabarits, soyez vigilants aux gabarits urbanistiques. Souvent, les bâtiments sont conçus, ou en tout cas, les réflexions urbanistiques sont basées sur des bâtiments standards. Bien évidemment, on a encore peu de retours sur des bâtiments qui sont moins carbonés ou mixtes ou bois. Et bien souvent, on rencontre des contraintes que l'on doit supporter tout au long du projet. Donc, intervenir dès la phase urbanistique et intégrer des gabarits qui permettent des constructions mixtes. On doit aller vers le mixte si on veut réduire notre empreinte carbone. Puis, veillez aussi au rapport entre les surfaces d'infrastructure et les surfaces de superstructure. Limitez vos sous-sols. Et pour ça, il y a plusieurs leviers. J'en citerai que quelques-uns, mais agissez sur les stationnements, la réutilisation des sous-sols lorsqu'il existe des sous-sols de bonne qualité. Voilà. Enfin, j'aurais envie de dire également un autre levier très important, c'est monitorer la compacité du bâtiment. Surtout sur les bâtiments de bureaux où la façade peut avoir un poids quand même important et le ratio vitré aussi. Et intégrer vraiment cette comptabilité carbone, comme nous on l'appelait depuis le début. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Elle a porté ses fruits. Et je conclurai il faut mettre on touche quand même aux principes constructifs et aux habitudes de travail. Il faut mettre plutôt autour de la table les gens qui vont construire. Entourez-vous des entreprises, entourez-vous des fabricants. C'est l'assurance d'anticiper, d'avoir une conception qui aboutisse et d'avoir des performances qui soient solides. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Sarah et Frédéric pour ces explications sur le projet Roots. J'ai découvert pas mal d'infos en allant dans ces détails et c'était extrêmement intéressant de voir à quel point votre approche était intégrée, aussi bien en réunissant tous les acteurs nécessaires autour de la table, donc le bon label, le LCBI, les bons partenaires pour le développement du projet, la volonté aussi en amont dans le projet d'avoir un projet impact, un projet un petit peu vitrine aussi, je pense pour le Luxembourg du coup, si je le comprends. Donc merci beaucoup à tous les deux. On va avoir quelques minutes pour aborder des questions. So I'm going to now switch back in English. We're going to have now a few minutes to ask a few questions, live questions to the presenters. So I will start in English with Cécile. Cécile, and yes, Sarah, if you can unshare your screen so that we have us as full in the full picture. But Cécile, like I'm interested now. How has been the deployment in the last few months, and after 1 or 2 years of deployment, like how is the certification advancing in the different countries, and what are your experience with the start of LCBI? Yes, thank you, Florent, and thank you all. So LCBI has been live for 1 year exactly, and so delivered certified today by Bureau Veritas in 8 different countries. So what we can say, maybe the first thing is that it's very valuable, and we didn't touch on this point too much, but to have this third-party certifier able to provide this verified data to all stakeholders. This is one point very valued by all stakeholders reaching out to us. In terms of deployment, so we have already 3 certified buildings throughout Europe. So Roots in Luxembourg, we have one in Italy from Generali Real Estate, and one in France, Black, from XIEM. So those are the three
first that have gone through this LCBI process. Then we have several dozens of projects being certified with Bureau Veritas. Some of them are still in the design phase, which can take a longer time. As you can see, being certified with LCBI also requests teams to adjust the design of the projects. But so yeah, it's very positive. And then on another topic, we have also we are building some small group of contact points for each countries to be able then to deploy and to explain faster in different countries how to use LCBI, how to deploy it, and yes, to deploy it faster. Okay, nice. And how can a company then, just reacting on what you just said, like how can a company, a real estate company like BPI Real Estate, for example, that are interested in LCBI start with the process? Like, is it contacting you on your website there to have a first discussion, or how does that work? Well, I'll say there are two possibilities: reaching out to us to have a first discussion if you have any question, mainly on the methodological aspects of LCBI, or any question, you can reach out to us. Then in terms of certification process purely, the owner will be Bureau Veritas. So contacting them, they have a webpage dedicated to LCBI with a team within Bureau Veritas dedicated to LCBI. So in terms we'll of share that in the chat. Yeah, commercial process, it's them. Okay, thanks you. And yeah, final questions. What are the next steps for LCBI? I've seen some public publications on internet that you're working on logistics. So maybe can you highlight shortly on what you're working on at the moment? Yeah. So as you can see, overall goal of LCBI is to provide tools to all real estate stakeholders to measure carbon footprint and to avoid greenwashing also on the other side. So we have been reached by many different players to extend LCBI to different either parts of Europe or asset types. So yeah, on one side, we are just kickstarting right now, actually this week, the work on extending LCBI to logistics assets, which are not included right now in the scope of LCBI. So this is the first thing. Then we are also considering some countries that are reaching out to us so that we can expand the LCBI. One example is Portugal. But yes, if you are in a country that is not within the current scope of LCBI, please reach out to me. And yeah, we can launch small projects to do these extensions. And then the last topic that we absolutely want to address, probably a bit later this year, is to extend LCBI to retrofit. Because yeah, we think, I mean, retrofit is of course necessary if we consider carbon footprint. So it's our future next step. Okay, looking forward to this. Like, it's going to be interesting. Yeah, thanks Cécile. Frédéric, en français, parmi justement tout le florilège de certifications qu'on peut trouver justement dans le bâtiment, dans le secteur du bâtiment, certification verte, green schemes, etc. Quels ont été les arguments qui vous ont convaincu d'adopter LCBI pour ce projet? Et comment êtes-vous arrivé à être partenaire justement de LCBI aussi? Je pense que vous avez travaillé lors de la phase amont. Donc, ce serait intéressant, je pense, pour l'audience de comprendre ça. Oui. Pourquoi c'est l'engagement du groupe. Je ne vais pas répéter l'engagement du groupe vis-à-vis de la durabilité des bâtiments, mais c'était aussi l'alignement par rapport à la taxonomie, la dimension européenne aussi. C'était pouvoir offrir aux investisseurs des points de comparaison de nos produits par rapport aux autres produits disponibles donc sur le marché européen. C'était aussi par rapport vraiment à cet aspect où on pouvait avoir un objectif, en tout cas un résultat chiffré pour les différents indicateurs biogéniques incorporés opérationnels. C'était quelque chose de très concret. Et donc, du coup, effectivement, on a été très emballé par la démarche et au niveau du groupe, on a contacté du coup LCBI pour intégrer
cette aventure dès la phase pilote. Et d'ailleurs, notre projet a servi pour étalonner, en tout cas, la méthodologie. Voilà. Ok, super, merci. Et ça me fait rebondir justement sur un petit peu la possibilité d'utiliser les différents outils et votre stratégie carbone, justement. Comment est-ce que vous avez, depuis quand avez-vous intégré justement la comptabilité carbone? Je pense que ça fait déjà depuis un peu moins que vous êtes client de OneClick, comme vous mentionnez, et comment est-ce que OneClick vous aide justement à ce sujet-là, durant les différentes années où vous avez été justement client, à définir votre stratégie et à l'implémenter surtout? Oui, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on a opté, nous sommes promoteurs, hein, pas bureau d'études, mais qu'on a effectivement des licences OneClick. Pourquoi on s'est rendu compte effectivement que ça devenait un enjeu majeur dans nos développements, et qu'on devait avoir de la maîtrise. Donc effectivement, on a des intervenants de qualité comme Énergie Environnement et Sarah ici présente, mais ça nous permettait d'avoir la maîtrise suffisamment en amont. Comprendre, déjà, compter, c'est aussi comprendre. Comprendre comment était fait l'encodage et pouvoir intervenir au niveau des différents paramètres. Et l'outil OneClick a été très bénéfique, en tout cas dans notre stratégie. Pourquoi par l'accès à la donnée qui est solide, et également, du coup, avec cet échange, tous les bureaux d'études qui travaillent pour nous ont l'obligation d'utiliser OneClick et de partager les encodages pour qu'ils soient, on va dire, connectés à la réalité et à nos pratiques et aux pratiques de l'entreprise. Voilà. Top, merci pour ce retour. Sarah, il nous reste encore 1 ou 2 minutes. On a vu donc du coup que vous aviez fait un gros travail sur les différents lots. Évidemment, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais en gros, notamment sur la structure et la façade, c'est là que on voit comment dire, les réductions en kilogrammes CO2 équivalent par mètre carré les plus importantes. Comment est-ce que vous faites face aujourd'hui justement aux challenges, notamment sur la donnée? Donc, quels sont les challenges finalement auxquels vous faites face en tant qu'expert lorsque on parle de réduire l'impact carbone d'un bâtiment? Je pense que c'est intéressant de mentionner aussi les challenges liés à l'accessibilité de la donnée. On parle des IPD, on parle des données génériques. Donc aujourd'hui, on voit que c'est un secteur qui augmente les IPD évidemment. Mais ça intéresserait, je pense, l'audience de voir comment vous avez géré ça. Oui, il me reste peu de temps, donc je vais essayer d'être concise. Déjà, le premier challenge, on l'a vu, c'est qu'au Luxembourg, il n'existe pas de réglementation. Donc, il faut vraiment avoir des personnes engagées comme les BPI, comme l'a été Frédéric, pour aller vers une démarche de calcul d'empreinte carbone et de réduction. Ensuite, forcément, le fait d'agir au plus tôt, ça permet de guider les choix. Donc, vraiment, agir au plus tôt, c'est un enjeu important. Et puis, au niveau de la disponibilité de la donnée, en effet, c'est quelque chose qui évolue, puisque la demande aussi évolue, mais c'est quelque chose qui peut encore des fois nous limiter. Donc là, justement, l'outil OneClick, ça permet aussi d'avoir un accès direct aux bases de données. Donc, ça permet de voir déjà les données qui sont disponibles. Et sinon, d'avoir des contacts justement directs, comme là, on l'a eu pour Roots avec l'entreprise qui peut se renseigner auprès des fournisseurs, voir si des EPD, on sait qu'il y a des EPD qui sont en cours, qui seront disponibles à l'issue de la construction. Donc, vraiment, pouvoir se renseigner, c'est un élément clé. Mais effectivement, c'est un point qui se développe de plus en plus et qui peut parfois limiter au niveau de la disponibilité de la donnée. Mais on voit que le travail avec les producteurs de matériaux a sans doute été clé. Et ici, c'est vrai que vous n'avez pas cité spécialement et sans mentionner de nom, mais vous avez eu des échanges vraiment sur des IPD spécifiques. Notamment, on parlait des fenêtres, etc. Donc, est-ce que ces IPD ont été construits, ont été créés comme des project IPD, donc spécifiquement pour ce projet, ou bien c'était plutôt des démarches générales que l'entreprise, le producteur de matériaux avait et les a fait accélérer finalement sur ces thématiques-là?
Alors, il y a eu les deux, mais effectivement, notamment pour les châssis, il y a vraiment eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là et des EPD qui ont été faites spécifiquement pour le projet. Il y a eu beaucoup de discussions. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc voilà, généralement, de manière générale, au Luxembourg, on est en contact de plus en plus pour pouvoir avoir ces données disponibles. Donc ça évolue, mais c'est vrai que c'était vraiment un point clé à ce niveau-là d'avoir les contacts directs et des échanges. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup pour ce retour. Thank you very much to all our presenters for today. Before closing these sessions, I would like just to share again my screen to give you the heads up for the next presentation that we will have in about 10 days, 9 days exactly. So the presentation will be, the next webinar will be by Anna Delgove. She is a sustainability manager at 011H, and the name of the webinar will be Beyond Compliance, how 011H is turning EPBD into a competitive advantage. The webinar will take place Wednesday, 26 March, so in exactly 1 week, 3 p.m. same time. So I would like with this to thank you all again for your attendance, and we'll see you soon. Thank you very much, and have a good rest of the day. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye.